merci beaucoup. Donc, on va parler aujourd'hui de FlowFixer, un projet que je porte avec une de mes amies pour vraiment améliorer la gestion des flux patients aux urgences et surtout améliorer le travail aux urgences, ce qu'on appelle FlowFixer. Et à travers ce projet, je vais vous parler de l'IA au service de la santé numérique et l'importance du facteur humain. Hop. Normalement, là, vous voyez mon écran. Donc, on va faire une petite Oui, introduction de l'IA parce que je ne suis pas de background tech et que pour moi, c'était important de lever le flou autour de l'IA comme je l'avais vécu pendant les 2 dernières années. Et puis, on va voir les domaines d'application de l'IA dans la santé avec un focus sur les urgences, une petite introduction des urgences du point de vue du soignant, on va dire, avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous parler du projet FlowFixer et puis surtout de vous présenter 3 cas d'usage sur l'IA et le facteur humain. Hop. Donc, on parle d'IA, finalement, c'est pas tout récent, l'IA, on parle depuis les années 50 avec le fameux article d'Alain Turin, Can Machine Think? Il y a plusieurs personnes, notamment du monde de tech, qui disent que l'intelligence artificielle, en fait, n'existe pas. Notamment, c'est ce qu'on se retrouve sur le site de l'INRIA, l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique, où on dit c'est pas une intelligence artificielle au sens propre du terme, mais c'est la puissance des données disponibles combinées aux algorithmes et aux ressources de calcul qui va ouvrir de formidables perspectives dans de nombreux domaines. Et on arrive à la fameuse définition la plus répandue, celle du Parlement européen. L'IA désigne la possibilité qu'une machine puisse reproduire des comportements liés aux humains tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Et puis, si je vous posais la question, que savez-vous de l'IA? Moi, en tout cas, j'entends beaucoup de choses autour de l'IA. J'entends deep learning, machine learning, NLP, IA générative, LLM. Et je vous avoue que j'étais au début un peu perdue. Donc, je vous propose dans cette slide de voir un peu quelles sont les méthodes d'IA, les domaines d'application d'IA et des types de tâches qu'une IA peut faire. Donc, on commence par le commencement. Quand on parlait en 1950 d'IA, c'est quand on donnait des règles à des machines, des règles de type si telle condition est remplie, alors faut faire telle et telle chose, des règles qui sont fixes, qui sont écrites par des humains. Et on parle ici d'algorithmes classiques. On m'a toujours dit au début, en tout cas il y a quelques années, l'IA c'est juste des algorithmes puissance 1000 si vous voulez. Donc, on parlait d'algorithmes classiques, donc où le développeur va définir toutes les instructions étape par étape, et par la suite, on parle de machine learning. C'est comme quand on entraîne la machine à partir des données pour qu'elle apprenne elle-même à apprendre. On parle de vraiment apprendre à apprendre. Et il y a différentes manières d'entraîner ces modèles, d'entraîner ces machines d'IA à apprendre comme les humains. Est-ce que c'est possible de couper vos micros, s'il vous plaît? Donc, je vous ai dit, il y a différentes manières d'apprendre. Donc, il y a l'apprentissage, par exemple, supervisé. On va fournir à l'algorithme des exemples avec la bonne réponse. Par exemple, on va lui donner une image d'un chien et on lui associe à cette image un diagnostic qui est le chien. Le modèle donc, va apprendre à associer ce qu'on appelle les entrées et les sorties. Donc, le premier, l'image du chien, par exemple, et le fait que ça soit lié au chien. Et donc, il y a aussi l'apprentissage non supervisé. On ne va pas donner directement la réponse à la machine, mais l'algorithme doit découvrir lui-même des structures ou des groupes de données. Enfin, il y a un autre type d'apprentissage assez intéressant parce que c'est ce qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. La machine apprend par essai et erreur, un peu comme un enfant qui apprend à marcher, qui tente, qui se met debout, qui tente, qui se met debout, et on va apprendre en recevant notamment des récompenses ou des pénalités selon les actions, si elles sont vraies ou fausses. Et une des approches les plus puissantes du machine learning repose sur les réseaux de neurones artificiels. D'ailleurs, elles sont appelées neurones car elles sont inspirées du fonctionnement du cerveau humain. Ces réseaux transforment progressivement l'information à travers plusieurs couches successives. Et plus il y a de couches,
plus il y a de modèles, et c'est là où on parle, quand il y a plusieurs couches de deep learning. Donc, le deep learning fait partie du réseau de neurones qui lui-même fait partie du machine learning ou l'apprentissage par les machines. D'ailleurs, le deep learning en français, on l'appelle l'apprentissage profond. Enfin, c'est une traduction pile poil. Et donc, ce deep learning a permis les récentes avancées majeures dans de nombreux domaines qu'on retrouve dans la vision par ordinateur, le traitement de langage naturel ou encore les systèmes d'aide à la décision. Et donc, de ces méthodes, différentes méthodes au début, notamment les méthodes d'apprentissage, on arrive au domaine d'application qui sont le traitement de langage naturel NLP, la vision par ordinateur, la robotique, l'aide à la décision. Et dans ces différents domaines, l'IA peut soit classer des données, prédire des choses, détecter, recommander et jusqu'à arriver à l'IA générative et la génération des données. Donc, comme on l'a vu, il y a une chronologie entre 1950 et les années 2020. Et une des étapes les plus importantes qui a permis d'arriver notamment à l'IA générative, c'est la nouvelle architecture des réseaux de neurones qu'ils appellent transformers. Elle permet au modèle d'analyser le contexte complet d'une phrase grâce à un mécanisme appelé attention. C'est ce qui me permet, par exemple, quand vous utilisez ChatGPT, qu'il devine le prochain mot que vous donnez. Et c'est ce qui a rendu possible l'entraînement de très grands modèles de langage, ce qu'on appelle donc les LLM, Large Language Model, qui sont aujourd'hui à la base de ChatGPT ou d'autres IA génératives. Et si on revient au monde de la santé, parce que tout ça, je le rappelle, n'est pas mon cœur d'expertise, mais pour revenir au domaine de la santé, l'IA a connu un essor suite à la COVID-19, notamment dans plein d'études de recherche clinique, comme celle qui a été menée à Amiens, où ils ont développé un outil appelé 3PU qui permet de prédire le parcours des patients aux urgences et surtout permettre à l'hôpital de mieux anticiper le nombre de lits nécessaires et réduire et surtout optimiser les ressources, chose dont on avait beaucoup besoin durant l'épidémie Covid-19. Ça va jusque-là? Donc, comme on commence à parler santé, donc finalement, l'IA dans le domaine de la santé, comme on le voit sur ce schéma tiré d'un article de l'IA en santé à l'INSERM, il y a différents domaines d'application de l'IA en médecine pour tout ce qui est médecine prédictive. Dépistage notamment des cancers, dans la médecine de précision, notamment pour faire des thérapies ciblées, vraiment attaquer les cellules cancéreuses par exemple et pas les cellules saines. Donc il y a pas mal de choses au niveau de l'IA et c'est très intéressant, très pertinent. Dans l'aide à la décision, que ce soit diagnostique ou thérapeutique, et il y a également pour aider les personnes âgées, fragiles, notamment des robots compagnons et des robots. D'ailleurs, tout à l'heure, j'étais au bloc opératoire, donc des robots pour faire la chirurgie assistée par ordinateur. Et c'est impressionnant. Je suis pas revenue au bloc opératoire depuis mon internat. Et 10 ans après, toutes les avancées qu'on peut faire grâce à ces robots assistés par l'IA. Et vraiment, on arrive à révolutionner beaucoup la médecine grâce à ça. Et notamment, dernier point, la prévention en population générale. Donc, toutes ces méthodes, si vous voulez, permettent d'aider à la décision, de mieux trier les patients, de vraiment faciliter et gagner du temps sur pas mal de choses en médecine. Mais la question qui se pose, est-ce que l'IA va remplacer le médecin? Je vais faire quand même un petit sondage rapide. Est-ce, est-ce qu'il y a certains d'entre vous qui pensent que le médecin ou comme d'autres métiers peuvent disparaître grâce à l'IA? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent parce que j'entends pas? En tout cas, s'il y a des gens qui veulent s'exprimer sur ce point, n'hésitez pas. Ça va Avec Jean. changer leur travail, Pardon? mais pas les faire disparaître. Ça va peut-être Ok. changer leur manière de faire le travail, mais Mais pas euh, disparaître complètement. ouais. Ok. Les gens qui font des
des analyses des radios, je veux dire, on dirait que les modèles qui identifient les cancers sont presque meilleurs que les gens, quoi. Hmm. Il y a peut-être On va- des changements de... Je pense que toute personne qui a un contact avec le corps va rester, mais sinon, ça va changer. Parfait, merci. Hop. J'ai plus, vous avez toujours le partage? Parfait. Oui, Parce que toujours. parfait. Hop. Parce que moi, j'ai plus mon écran. Juste un instant. Ah oui, c'est tout bon. Parfait. Hop. Donc, à juste titre, merci pour l'exemple, parce que j'allais vous parler effectivement de l'IA dans la radiologie, dans l'interprétation des examens complémentaires, comme la radiologie. Là, ici, vous avez une radio du poignet, et grâce à Glimmer, qui est une IA d'ailleurs déployée dans plusieurs hôpitaux en France, on peut, avec une très bonne fiabilité, une très bonne précision détecter les fractures. Et c'est vrai qu'on peut être amené à dire, bah oui, le radiologue qui interprète ces radios n'a peut-être plus sa place. Et c'est vrai que comme dans plein d'autres métiers, comme par exemple les développeurs, maintenant il y a des IA qui développent. Et je pense que c'est important que les gens puissent se renouveler dans leur métier pour pouvoir le garder parce que la machine nous dépasse sur certaines choses. Et j'en ai quand même discuté sur ce point en particulier avec un radiologue qui me disait que avant, par exemple, quand il voyait une radio qui semblait normale, son œil entraînait, ce qu'il disait, un radiologue qui avait quelques années d'expérience, il disait, mon œil entraînait sans qu'il y a quelque chose, donc il va aller zoomer, il va aller chercher, il va refaire des radios. Et il est un peu guidé par son intuition pour trouver des toutes petites fractures ou des choses que l'œil humain ne peut pas détecter. Donc l'IA qui fait de la détection donc d'images est très entraînée, elle peut trouver les fractures là où l'œil humain ne peut pas les trouver. Donc oui, c'est pertinent, mais ça reste toujours sous la supervision du médecin. On a un autre exemple ici avec Deep ECG, donc c'est l'interprétation de l'électrocardiogramme. C'est très pertinent, très intéressant dans notre pratique quotidienne, notamment aux urgences, parce que il y a aussi des jeunes médecins parfois, il y a aussi une fatigue qui fait que à 4 heures du matin, on n'a pas la même performance que le matin. Et donc une IA qui peut détecter des infarctus du myocarde, oui, pourquoi pas. Mais attention, et là aussi, il y a un petit bémol de l'IA, de la surinterprétation des infarctus de myocarde. Il y a beaucoup de variantes de la normale qui nous inquiètent pas, mis également à côté de d'autres notions, notamment cliniques. On parle toujours de faisceau d'arguments, on va faire de telle et telle pathologie, et trop utiliser l'IA peut aussi nous amener à demander plusieurs autres examens, à peut-être alerter les patients ou à les inquiéter plus qu'il n'en faut. Donc oui, avec modération, l'IA, si vous voulez. Également dans l'interprétation d'examens d'anatomopathologie pour la détection des cancers, plusieurs IA comme Aphoria. Au niveau organisationnel pur, il y a ce qu'on appelle les IA d'ambiance. C'est des IA qui vont générer des comptes rendus, comme un peu dans les réunions, où et c'est assez intéressant. C'est utilisé notamment par les dentistes. L'exemple est Nabla ou par Heidi ici. Donc après la consultation, l'IA va générer un compte rendu avec la note clinique et le résumé qui va permettre de gagner du temps sur la saisie pour le médecin et c'est intéressant. Alors là, se pose bien sûr la question, est-ce qu'il y a un intérêt à garder les secrétaires médicales, mais c'est pas notre sujet. Pour l'aide au diagnostic, il y a un livre intéressant que je vous ai mis ici, How Doctors Think, et c'est vraiment aller au fond de cette réflexion qui fait qu'on pense à tel ou tel diagnostic. Avant, ou jusqu'à maintenant, on l'utilise encore, on utilise
des moteurs de recherche pour avoir les dernières recommandations pour quand on a un doute diagnostique ou quand on veut réfléchir devant des symptômes pour trouver quelle pathologie. On utilise, c'est là où il y a toutes les recommandations, un peu ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, donc comme l'UpToDate ou PubMed. Et dont il y a 10 ans à peu près, il y a eu Vidal qui nous a sorti une application aussi avec tous les effets indésirables, tout ce qu'on veut chercher concernant les pathologies. C'est assez intéressant. Mais tout récemment, il y a encore une IA et c'est marrant aussi parce on nous disait à quand le Google des médecins, on va taper un mot, le vrai Google des médecins, on va taper un mot, on va avoir tout. À quand le chat GPT des médecins? Et ben ça c'est en train de sortir plus dans notamment le projet Pulse Life où c'est vraiment le chat GPT des médecins où on peut mettre le cas et avoir une aide au diagnostic. Ça, on l'a pas encore testé, donc je ne sais pas. Il sera testé notamment aux Hospices civils de Lyon. Donc, si jamais on se revoit peut-être une autre fois, je vous dirai une fois, je testerai cette IA si c'est pertinent ou pas. Maintenant, si on veut réfléchir à quelle est la place de l'IA dans les services d'urgence, puisque aujourd'hui, le cas d'usage, ça va être les urgences. Donc, il y a plusieurs domaines d'application dans la régulation. La régulation du SAMU, c'est ce qui permet notamment d'adresser les patients aux urgences. Dans le domaine pré-hospitalier, dans le triage, c'est l'entrée des patients aux urgences, là où on va leur faire une première évaluation à l'étape diagnostique, à l'étape notamment de gestion administrative et finalement au niveau de la recherche et de la formation. Il y a eu quand même des articles très intéressants et une recherche très intéressante, notamment quand on a comparé une IA et une infirmière d'accueil sur les biais cognitifs que peuvent avoir ces personnes, ces infirmiers face à des patients. Donc c'est une étude qui a été menée à Bordeaux et c'est assez intéressant parce que les résultats ont montré que le personnel infirmier avait plus tendance à sous-évaluer la sévérité d'un état clinique des femmes par rapport à celle des hommes. Et ceci est vrai, d'autant plus vrai que l'infirmière qui a fait le triage était plutôt jeune infirmière voilà, c'était un biais de genre, pardon, c'était un biais de genre qui a été détecté grâce à la mise en place d'une IA au triage. Il y a d'autres IA, notamment pour cette première phase d'accueil des patients, le triage Intelli, mais ça reste toujours dans le cadre ici de recherche, ce n'est pas encore déployé dans les hôpitaux. C'est des modèles qui sont plus basés sur du LLM. Voilà, hop. Maintenant, on parle d'IA, mais cette IA, elle a beaucoup d'enjeux, notamment un enjeu éthique et médico-légal. Le jour où l'IA va remplacer ou va prendre plus de place, plutôt, ou va vraiment remplacer le médecin. Et l'IA, par exemple, va donner une aide au diagnostic, va dire, bah, tel patient, il a un infarctus de myocarde. Le médecin va dire non, je ne pense pas que ça soit le cas. Au niveau médico-légal, est-ce qu'on va suivre l'IA? Est-ce qu'on va suivre le médecin? Ça pose vraiment des vraies questions. En tout cas, ça préoccupe un peu le corps médical, l'aspect médico-légal de cette IA. Si elle nous donne une recommandation qu'on la suit, qu'on va pas suivre cette recommandation, quel sera l'impact? Il y a aussi l'aspect éthique, la confidentialité et la fiabilité des données. Il se pose également un autre enjeu, la question de l'archivage et du traitement des données. C'est des données massives et énormes. Et on se pose la question, même d'un point de vue écologique, toutes ces données sont hébergées dans de grands endroits, hébergement de données de santé qui est coûteux, qui est énergivore. Et d'un point de vue vraiment technique propre, se pose la question de est-ce que cet outil d'IA, est-ce qu'il est fiable? Il y a même différents biais liés vraiment à l'IA, comme l'hallucination des variables ou le sous-apprentissage ou des données autogénérées. L'hallucination des variables, c'est une IA qui elle apprend à réfléchir comme un humain, l'IA. Donc, si l'IA, par exemple, va trouver une connexion entre deux données, et cette connexion n'existe pas dans la réalité, on appelle ça l'hallucination des variables. Ou si, par exemple, elle va auto-générer des données
et puis se baser sur ces fausses données pour donner des conclusions. Donc, ça fausse tout l'algorithme. Et c'est là où on doit être très, très vigilant sur ce que l'IA va nous dire. Et donc, ici, un autre enjeu d'interprétation de confiance accordée à l'automatisation. En tout cas, sachez qu'en France, pardon, hop, en France et en Europe, je vais y arriver, voilà. En France et en Europe, le principe de garantie humaine à l'interprétation des résultats diagnostiques et thérapeutiques. L'IA n'a pas la souveraineté, c'est toujours l'humain qui a la main sur ce que propose l'IA dans le domaine, en tout cas, de la santé. Ok, ça va jusque-là? Avant d'aller sur les cas d'usage, je voulais faire une petite introduction des urgences. Alors, pour les plus, on va dire les plus jeunes, les plus vieux d'entre nous, on a connu Urgence. Maintenant, c'est une série télévisée qui est un peu, voilà, qui a fait fureur dans les années 90. Maintenant, pour la jeune génération, il y a The Pitt qui se rapproche, en tout cas, le plus du milieu des urgences. Si vous voulez regarder comment ça se passe plutôt maintenant, c'est pas mal. Donc, les urgences sont au cœur du système de santé. Les patients peuvent se présenter spontanément aux urgences, ils peuvent être adressés par leur médecin traitant. Ils sont aussi parfois adressés par le SAMU ou via les pompiers. Hop. Les urgences sont vraiment au centre aussi de l'hôpital. Ils ne peuvent pas fonctionner seuls, donc en lien avec les laboratoires, le service de radiologie, le système d'information, les spécialistes, les chirurgiens, les internistes, etc. Et donc, on a parlé de l'amont, de ce qui précède les urgences, on a parlé de ce qui se passe aux urgences avec les services partenaires, et puis on parle aussi de l'aval des urgences. C'est une fois le patient est pris en charge, soit il est hospitalisé, soit il va rentrer chez lui, soit il va être adressé à une autre structure, notamment s'il est suivi dans un centre de rééducation ou d'un EHPAD ou carrément une autre structure hospitalière. L'arrivée, le nombre de patients aux urgences est influencé par plusieurs choses, notamment dans la période d'épidémie, on va avoir plus de patients. Il y a une influence des saisons. En période, par exemple, de pluie, on va avoir plus d'accidents de la voie publique. En période de canicule, on va avoir plus de déshydratation, plus de personnes âgées qui vont venir. Et donc, il y a différents facteurs internes et externes qui influencent l'arrivée des patients aux urgences. Et puis, il y a aussi une influence propre liée à la taille de la structure, l'effectif présent, si on est en zone de désert médical ou si on est dans un CHU, si on est dans une structure publique ou privée, tout ça, ça influence les urgences. Et bien sûr, il y a d'autres facteurs exogènes, notamment la politique de la santé, tout ce qui est médico-social dépend des différentes instances. Je vais aller très rapidement sur les urgences, mais c'est une petite introduction pour vous dire que le système de triage aux urgences, c'est ce qui permet de voir les patients selon l'ordre de gravité et pas selon le premier venu, premier servi. Et tout ça, ça a été mis en place suite aux guerres mondiales, où on a créé un système de triage qui va permettre vraiment de faire une première évaluation pour dire est-ce que ce patient va être vu avant l'autre. Et on a commencé aussi à réfléchir à différents flux patients, c'est-à-dire les patients qui se ressemblent, on va les mettre dans une filière spécifique aux urgences pour améliorer la prise en charge. Et il y a un élément important quand même à dire, c'est que dans la définition des urgences, c'est toute personne qui ressent le besoin d'aller aux urgences a le droit d'arriver aux urgences. On parle souvent de tout le monde ne peut pas être aux urgences, sinon on va avoir une suractivité, trop de patients aux urgences. Mais dans la vraie définition, le besoin est subjectif, il est ressenti. Et c'est la personne qui va appeler à l'aide, qui va se présenter aux urgences, mais il y a une première évaluation qui est faite par notamment la personne qui va chercher à distinguer l'urgence vraie de la fausse urgence. Et là, on est vers quelque chose de plus objectif. Et c'est un peu ça le principe de triage. Le parcours patient aux urgences est un process bien établi. Dès l'arrivée, dès l'entrée, il est trié, il a ses examens, et puis il est vu par des spécialistes jusqu'à la sortie.
Et le service des urgences, il est également il est différencié dans différentes zones, ce qu'on appelle les zones fonctionnelles. Une zone d'accueil où le patient est vu par une première équipe, et puis il y a différentes zones de soins, des différentes zones d'attente intérieure, puis des zones de départ ou ce qu'on appelle les salons de sortie. Et les patients sont orientés dans ces différentes zones en fonction de leur gravité, de leur typologie, de leur pathologie et de l'organisation propre du service, créant ainsi des circuits distincts. Nous parlons de split flow ou de différents flux patients. C'est ce qui nous permet ici un exemple d'échelle de triage. C'est ce qui nous permet de dire tel patient doit être vu avant l'autre. Je donne toujours l'exemple d'un traumatisé crânien, quelqu'un qui a tapé la tête. Les gens souvent se posent la question, mais pourquoi on attend 4 et 6 heures alors que, par exemple, il a eu son scanner à telle et telle heure? Il y a des arguments qui vont nous dire cette personne peut être vue au bout de 4 heures. Et d'ailleurs, ce que je dis souvent aux patients, le maximum de lésions apparaissent à la 4e heure. Donc, de toute façon, il faut surveiller. Le scanner ne peut pas être fait immédiatement, doit être fait après 4 heures. Malheureusement, on manque de communication et les gens n'ont pas ces notions-là. Ils croient toujours qu'ils attendent pour rien aux urgences, mais il y a quand même une certaine réflexion derrière, indépendamment du fait d'avoir trop de patients. Et donc, là, c'est ce que je vous disais, comment les patients sont mis dans différents flux patients selon leur gravité, selon leur typologie, si la personne, elle marche ou si elle est sur un brancard, elle peut pas marcher, si elle a une fracture, selon le motif, si c'est c'est un patient qui présente un motif psychiatrique, pareil, il va être mis dans une filière à part. Et puis, ce qu'on appelle la bobologie, les patients qui ont des petits traumas, on va les mettre également dans une filière à part. Et donc, ils peuvent être vus plus rapidement parce qu'ils ont leur propre filière et donc leur propre équipe dédiée au sein des urgences. Il y a aussi une contrainte architecturale aux urgences où on va avoir des zones fonctionnelles et des zones physiques et des zones fonctionnelles. On sait que c'est une zone même si c'est mis dans le même endroit que l'autre zone. Ça, c'est une petite particularité. D'autres particularités aux urgences, on a un médecin dont le rôle est de vraiment être le chef de file, le chef d'orchestre qui va donner le tempo aux urgences parce que tout ce beau monde, toutes ces filières, il faut qu'il y ait quelqu'un pour vraiment réguler les flux et donc c'est ce qu'on appelle le médecin superviseur. Il y a également un infirmier qui a ce rôle-là qu'on appelle infirmier de flux et l'autre particularité par rapport à d'autres services hospitaliers, c'est que on a un aide-soignant qui sera le premier contact du patient à l'arrivée. C'est pas la secrétaire, c'est pas l'administratif, c'est un soignant pour qu'il puisse détecter rapidement l'urgence si jamais elle se présente. Et ici, on est face notamment à d'autres contraintes comme la continuité de soins, le chevauchement très particulier aux urgences. Tous les patients arrivent un peu en même temps et une partie intégrante de notre métier qui est l'interruption des tâches, mais qu'on ne peut pas enlever. Là aussi, alors, je vous ai mis une petite vidéo que vous pourrez voir quand on vous enverra le cours sur le parcours patient aux urgences et ses différentes étapes. Tout ça, c'est important. Avant de vous parler du projet qui est au cœur vraiment du métier, donc Flow Fixer, le copilote de l'urgentiste. Des questions jusque-là, ça va? Donc, copilote de l'urgentiste pour faciliter la prise de décision organisationnelle aux urgences. Donc, c'est une IA d'aide organisationnelle et pas d'aide clinique. Ce projet, je l'ai porté avec Dr. Widet Chandoul qui a la casquette tech et qui a fait sa thèse de doctorat sur la gestion de l'attention, de la suractivité aux urgences. Et pour la petite anecdote, on était ensemble à la maternelle, on s'est retrouvés grâce à ce projet. Donc notre projet a maturé à l'INRIA Startup Studio, donc une branche de l'Institut national de recherche des sciences technologiques. Oh là là, j'ai oublié le nom de l'INRIA, mais ils font beaucoup de recherches en sciences du numérique et nous sommes actuellement incubés par CEMIA dans le Grand Est. Donc,
Au début, donc, on a surtout essayé de mieux comprendre le problème des urgences. Donc, on dit urgence, on dit souvent problème, mais il y a différents problèmes à différents moments. Et on peut pas tout résoudre. Donc, on a vraiment fait une première étape assez longue d'enquête terrain auprès de d'autres collègues urgentistes. Puis, on a modélisé notre système, on a simulé, on a fait des tests via des scénarios. On vient de finir la conception de l'interface utilisateur et on est à la phase pré-déploiement, si vous voulez, plutôt intégration auprès de certains hôpitaux. On est dans cette démarche, dans une démarche test and learn, donc bien sûr avec les différents retours terrain. Je vous ai parlé tout à l'heure du parcours patient. Donc, quand le patient est arrivé, il est accueilli par l'IOA. Donc, c'est l'infirmier d'accueil et d'orientation. C'est l'infirmière qui va évaluer le triage pour les patients, puis vu par le médecin, examiné et avant sa sortie ou son hospitalisation. Aujourd'hui, je vais vous emmener plutôt côté urgentiste. Je vais vous emmener dans les coulisses avec moi, avec le parcours du soignant, le parcours du combattant, on va dire. Donc, dès le début de la garde, on commence je reprends par exemple les dossiers transmis. J'ai différents patients qui sont dans différents box de consultation. Donc, je commence, tel patient, je prends quelques notes sur ma feuille. Premier patient, traumatisme crânien, il faut lui prescrire un scanner. Deuxième patient, c'est une fracture du poignet. Je note sur ma feuille, il faut que j'appelle l'orthopédiste et j'informe la famille. Je n'ai pas encore vu le troisième patient que l'infirmière m'interpelle pour interpréter un électrocardiogramme et pour parler à une famille d'un autre patient que je n'ai pas encore vu. Entre-temps, le SAMU qui m'appelle pour un accidenté de 25 ans qui doit arriver, une autre infirmière m'installe, une dame de 80 ans qui a du mal à respirer. Les nouveaux se rajoutent aux anciens. Qu'est-ce que je devais faire déjà? Un des enjeux des urgences est de gérer plusieurs patients en même temps. Et notre enquête auprès de 50 urgentistes confirme ces difficultés de multitasking. Donc la surcharge cognitive, la peur d'oublier, des informations éparpillées, des interruptions permanentes de tâches sous une pression médico-légale forte. Et cela impacte les patients avec 40% d'incidents liés à des informations incomplètes et des transmissions manquantes. Et ça a un coût. Le coût des événements indésirables graves, tous les événements indésirables graves en 2024 remonte jusqu'à 43 milliards d'euros. Donc, il y a un réel intérêt à réduire ces erreurs. Donc, FlowFixer, concrètement, c'est quoi? Il va capter chaque action à faire en commande vocale et sera transformé instantanément en une note structurée. Donc, sur son téléphone, l'urgentiste va avoir une to-do list réactualisée en temps réel avec un score de priorité qui va répondre à la question « Qu'est-ce que je dois faire? Dans quel ordre? » sans rien oublier. Il devient ainsi son copilote qui va capter, organiser, sécuriser en temps réel et au chevet du patient, donc grâce à notre outil d'aide à la décision au chevet du patient. Donc, je n'ai pas besoin de retourner dans le bureau pour écrire. Je suis à côté de mon patient. Je dis les choses comme si je me parlais à moi-même. J'imaginais toujours comme si j'étais un mini-me avec moi qui prend des notes, qui est tout le temps alerte, qui n'oublie pas, qui va me rappeler tout ce que je dois faire pour mes patients. Donc ça, c'est la première base ou la première feature, si vous voulez, de FlowFixer, mais il s'adresse à 3 acteurs. Donc d'abord à l'urgentiste, comme on l'a vu, afin de réduire les oublis et les erreurs. Il s'adresse également au médecin superviseur, ce fameux chef d'orchestre qui va donner le tempo à tout le service, aux différents flux patients. Il va lui apporter une vue macro du service pour l'aider dans l'arbitrage et la coordination de l'équipe, surtout en cas de suractivité. Et dans un troisième volet, donc on s'adressera à la direction grâce à une vue analytics, notamment grâce à des KPI contextualisés pour anticiper et optimiser les ressources et réduire les coûts, notamment réduire l'intérim. Donc notre première brique, c'est une innovation d'usage qui va construire la base de données nécessaire aux briques supervision et analytics. Et l'objectif est un peu de réduire aussi le fossé entre les données et la réalité du terrain en allant d'une vision très opérationnelle, très pratico-pratique à une approche plus macro, plus systémique. Hop. Donc là, je vous ai fait une petite démo. Hop.
Donc là, par exemple, je vois la liste de mes patients, je me mets sur Madame Lambert, hop, et là, je l'ai examiné, je vais parler et dire vertige, bilan réalisé, scanner cérébral programmé. Donc, FlowFixer va capter cette information et la convertir automatiquement, donc en synthèse médicale, après la validation, bien sûr, du médecin, qui est directement intégrée dans dans le dossier. Et donc, depuis son téléphone aussi, le médecin a accès à différents indicateurs, notamment ici, le nombre d'effectifs, les différentes zones. Il peut, en un coup d'œil, garder une vision d'ensemble dans le service. Et on a une version Hop desktop, là, avec les différents indicateurs, mais je vous la présenterai tout à l'heure avec les cas d'usage, qui permettent notamment d'anticiper et d'optimiser la gestion du service en temps réel. Hop. Donc, on va passer à ces cas d'usage. Alors, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions, des remarques avant de passer au cas d'usage? Combien de données il vous faut avant de commencer? Parce que j'imagine, par exemple, il faut tous les téléphones, tous les emails, tous les... Pour les patients, pour les soignants? pour les soignants. Pour les soignants, alors on est une brique logicielle qui va s'imbriquer au dossier au DPI, dossier patient informatisé, aux outils métiers. Donc il nous faut toutes les données des patients parce que c'est en fonction de ces données-là qu'on va pouvoir faire la vision macro, qu'on va pouvoir les orienter, qu'on va pouvoir aider le soignant à gérer ses patients. C'est simplifier un peu le trop plein d'informations et garder que le concret, si vous voulez. Donc on récupère toutes les données. Mais sur un serveur, c'est un super serveur sur un HDS, un serveur certifié auprès de l'hôpital. C'est pour ça on n'est pas seul, on est en lien avec l'hôpital. Et j'ouvre une petite parenthèse. Dans les grands CHU, il y a à peu près, à part les outils métiers, dans la PHP, il me semble qu'il y a à peu près 800 logiciels et nous, aux HCL, on a à peu près 400 logiciels en plus des outils métiers. C'est-à-dire, c'est comme ça aussi que ça fonctionne en ce moment. C'est Outils, un dossier qui est fermé, non accessible à l'extérieur, bien sûr, ces il y a applications des enjeux de sécurité de des données, sécurité. RGPD, il y a une double authentification, bien sûr que, enfin, c'est pas des données qui seront accessibles à tout le monde, mais aux soignants qui en auront besoin. Pareil, tout le monde n'aura pas accès aux mêmes données. Si le médecin, par exemple, a un rôle de supervision, il va avoir des données en plus pour pouvoir faire ce rôle de supervision. Si, par exemple, il va faire juste la traumatologie, il aura accès à son secteur avec cette partie de traumatologie. D'accord. Comment vous allez Merci. faire pour adapter ça dans les autres hôpitaux? Parce que de ce que j'ai déjà lu, chaque hôpital a son système informatique, Tout à fait, avec des oui, logiciels qui sont complètement différents et qui sont souvent non mis à jour et pas du tout sécurisés. tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle interopérabilité. C'est que nous, on peut pas travailler seul, donc on s'intègre au système. Donc, on a mis en place alors j'ai pas les termes techniques exacts, hein, mais on a mis en place un jeu de Des données. API. Des API. Des API, oui, je vois qu'il y a des techs dans la salle. Des API pour qu'on puisse s'intégrer à chaque hôpital. Maintenant, il y a toujours une phase de projet parce que même si on s'intègre, la particularité de chaque service d'urgence fait qu'on ne peut pas s'intégrer directement sans avoir une phase de personnalisation de l'outil par rapport aux besoins du service. Ça, c'est important. Donc, on va passer au cas d'usage. Et donc, je vais vous emmener avec moi un jour aux urgences. Encore plus d'immersion. On commence, il est 10h10, donc on est là, vous êtes, imaginez-vous soignant. Donc, je vous ai mis quelques rôles, donc vous pouvez choisir votre rôle. Et vous recevez un jeune patient qui est amené par les forces de l'ordre pour une évaluation psychiatrique. Le patient a été décrit comme violent. Il a eu un délire, il a été amené aux urgences. Malgré la présence donc des policiers, il parvient à se détacher et heurte plusieurs soignants. L'équipe perd alors 3 ressources clés.
l'infirmier du déchocage. L'infirmier de déchocage, c'est l'infirmier qui va s'occuper de tout ce qui est urgence vitale, qui est dans un flux à part. Qui gère le flux, donc qui est un peu sur ce rôle de coordination. Et l'aide-soignant de l'accueil, qui est le premier contact avec tous les patients, qui va recueillir le premier motif d'arrivée. Donc, cet incident plonge le personnel dans une forte tension émotionnelle. Le représentant de la direction arrive après la bataille, il n'a pas tous les éléments, mais il doit rapidement gérer la crise avec l'appui de l'équipe. Donc, il arrive, je vous ai mis quelques personas ici. Le représentant de la direction, il faut que je prenne la bonne décision. Le cadre de la santé, je dois protéger mes agents, il faut qu'ils portent plainte. Chef de service des urgences, il faut régler vite, parce qu'il y a d'autres patients. Le médecin superviseur, il est choqué, il est sous le choc. J'ai failli m'en prendre une. L'infirmier, il est un peu blasé, c'est toujours la même chose. L'aide-soignant, bon, j'ai pas tout vu. J'étais en train de m'occuper de Madame Dupont. Et Madame Dupont qui demande, j'en ai encore pour longtemps? Et puis, il y a un représentant de qualité, bien sûr, qui est présent dans ce genre de situation, puisque c'est la journée, qui doit tout noter. Donc, voici les données. Donc, voici la vision macro de FlowFixer, donc avec ici une idée sur les effectifs. Donc là, on a une alerte moins 3 effectifs. Et donc, la répercussion directe, on voit sur la zone d'accueil les patients qui doivent être triés. Donc, c'est l'étape la plus importante parce que c'est celle qui va dire tel patient est plus urgent, on doit passer très rapidement et tel patient peut attendre. Donc, on voit qu'on a des délais de 30 minutes en sachant que le gold standard, on ne doit pas dépasser normalement 10 minutes selon les recommandations de la Société française de médecine d'urgence pour voir un patient. On a également ici une alerte sur la sauve, donc c'est la salle d'urgence vitale parce qu'il manque un soignant et des indicateurs où on est à 5 heures d'attente pour les résultats, ce qui est un peu préoccupant. Donc ici, on a les différentes informations et alertes qui sortent sur cette vision. Pardon. Donc, la prise de décision face à la contrainte aux urgences. 10h10, moins de 3 soignants. Donc, on a une cascade de problèmes. Pas d'infirmier de flux, pas d'infirmier d'urgence vitale, pas d'aide-soignant à l'accueil, un poste important qui n'est pas pourvu. La question qui se pose, comment on va décider rapidement, donc qui va où, avec quelles ressources, dans quel ordre? Et on peut avoir des conséquences de notre décision directement avec risque de mauvaise allocation de ressources, des équipes épuisées, démotivées, des patients mécontents, des indicateurs dégradés. Et donc, FlowFixer va essayer de transformer cette prise de décision instinctive en une décision plus éclairée. Donc, là, je vous donne juste des exemples pour la réflexion. Par exemple, on va dire, on peut proposer déplacer un infirmier d'un autre secteur pour remplacer l'aide-soignant manquant. On peut proposer, par exemple, de déplacer l'infirmier de traumatologie, celui qui s'occupe des petites fractures, de la bobologie, pour remplacer celui du déchocage, parce que c'est un poste important. On peut aussi solliciter un renfort paramédical du service de chirurgie. On peut réaffecter un autre infirmier. Il y a une petite unité de post-urgence qui s'occupe des patients qui sortent des urgences, qui rentrent pas directement chez eux. On peut lui demander de remplacer, de venir renforcer l'équipe des urgences. C'est la même équipe, si vous voulez. Et on remplacera cette personne par un autre infirmier de l'hôpital. On peut aussi appeler le SAMU en disant, est-ce que vous pouvez nous adresser moins de patients? Alors là, je sais que en fait, je vous demande peut-être de vous projeter à la place des soignants et quelles sont peut-être les propositions qui vous semblent les plus logiques. Est-ce que qui veut par exemple déplacer un infirmier d'un autre secteur pour remplacer l'aide-soignant manquant? Là, on est sur vraiment l'équipe des urgences. Là. Bah, si t'en manques 3, faudrait les 2 premières pistes sont intéressantes et la réaffectation de l'infirmier. Si vraiment Ok. tu as besoin de réaffecter les 3. Après, Ok. j'imagine, parce que appeler le SAMU pour réduire l'adressage, j'imagine, comme on a dit que c'était subjectif, c'est un peu
délicat de le réduire, mais Ouais. bon, enfin, ça fera pas la grosse diff non plus si Ouais. tu as un gros flux. Après j'avoue, bah, enfin pour moi étudier les 2 premières, de réaffecter les ressources Mhm, mhm, qui a Bon, priori sont sur des unités où on pourrait se le permettre. mhm. Ouais. il faudrait savoir s'ils sont occupés avant d'abord. Ouais. Ah oui, mais c'est Ils sont les occupés pistes là. Ouais. à oui. Le Là, on est bricolage. sur des postes occupés parce que c'est un événement qui n'est pas prévu. C'est un événement où on n'a pas des gens qui sont chez eux, on n'a pas on peut pas là tout de suite attendre que les gens arrivent de chez eux. Donc, c'est des gens qui sont sur place. On doit réallouer les ressources avec ce dont on a pour, par exemple, les postes les Vitaux. plus critiques, les plus vitaux, notamment le poste d'urgence vitale. Donc, tout ce que je vous ai proposé, c'est des choses qui se font, si vous voulez. D'accord? Mm. Tout ce que je vous ai proposé, c'est possible. Par contre, la nuance là où, par exemple, un outil, on doit intégrer le facteur humain. Par exemple, on ne peut pas déplacer un infirmier pour remplacer un aide-soignant. Pourquoi? Parce que l'infirmier a des compétences que l'aide-soignant n'a pas. Donc, en gros, on a une perte de Que ce soit à compétences qui capacité de sera traiter. voilà, sur la capacité de donner des médicaments, de faire des gestes, aussi évaluer un patient. Ce qu'on va remplacer, on doit garder en tête les compétences. Ça, c'est un premier point. Déplacer un infirmier de traumatologie pour remplacer celui des urgences vitales, il faut garder en tête le plan de montée de compétences. Tous les infirmiers n'ont pas les mêmes compétences, ils sont dans différents postes. Ça aussi, c'est quelque chose qui se reflète pas forcément dans tous les outils, notamment les outils de planification. Il faut toujours garder en tête est-ce que si je déplace A vers B, est-ce qu'il a les compétences pour faire ce poste-là à ce moment-là? Solliciter un renfort paramédical d'un autre service, c'est quelque chose qui se fait, c'est quelque chose qui s'est déjà produit, sauf que on a remarqué que même si l'équipe qui se connaît, qui a l'habitude de travailler ensemble, travaille à effectif réduit, elle sera plus efficace que si on amène un élément extérieur qui ne connaît pas les dynamiques d'équipe, qui peut risque de perturber, il travaille beaucoup en binôme aux urgences, et qui aura peut-être un temps d'adaptation qui n'est pas le même, qui aura des protocoles de prise en charge qui ne sont pas les mêmes. Et donc, même si on propose cette solution, il faut l'intégrer dans le contexte du service et le contexte de l'hôpital. Pareil, c'est très faisable sur un petit hôpital où tout le monde remplace tout le monde, mais si on prend un CHU, notamment là où je travaille, on est à peu près, je pense on a 230 entre infirmiers et aides-soignants, juste aux urgences, pas dans tout l'hôpital. Donc, je vous laisse imaginer le nombre. Donc, voilà, ces solutions ne peuvent pas être proposées à tout le monde de la même manière. Réaffecter un infirmier formé de l'unité post-urgence en renfort aux urgences, oui, parce que c'est la même équipe et on va renforcer l'équipe par quelqu'un qui connaît le poste, qui a déjà la compétence. Et par contre, quand on va amener un renfort extérieur, il ira sur un poste moins contraignant, comme un poste, le service de post-urgence, c'est comme un service de médecine classique où les patients sont stables. Donc, ça sera plus pertinent de le mettre sur ce poste-là et de récupérer celui qui connaît l'équipe, qui connaît les urgences vers un poste aux urgences. Et alors, pour appeler le SAMU, oui, ça se fait aussi, parce que le SAMU ne régule pas la présentation spontanée, même si maintenant on parle de présence régulée des patients aux urgences. Mais c'est surtout les adressages par les médecins traitants, les patients qui arrivent par ambulance, les pompiers. Ça, c'est le SAMU de Lyon, le SAMU en général, SAMU de Lyon, parce que petit lapsus. Le SAMU, il y a toute la partie régulation, c'est ce qui permet de dire à tel, par exemple, ambulance d'aller vers tel et tel hôpital. Et là aussi, c'est très réglementé, c'est en fonction des compétences des hôpitaux et de la disponibilité de l'équipe. Donc, on a parfois moyen de dire, bah, là, on est sous l'eau, on a un événement imprévu. Est-ce que ça serait possible de, pendant 2 heures, de faire un stop SAMU, au moins qu'on n'ait que les présentations spontanées, on n'ait pas les patients adressés par des ambulances à gérer. Voilà pour le
premier cas. Donc ici, je vous ai montré comment, ça c'était en mode simulation. On a utilisé notre outil auprès de l'école des cadres à Rennes. Donc c'est les cadres l'école des cadres de la santé publique. On a fait cette simulation avec eux, notamment avec, on a travaillé beaucoup cet aspect facteur humain dans la prise de décision, parce que dans ce genre de situation, c'est les cadres qui sont amenés à arbitrer, à prendre les décisions. Et donc, c'est intéressant d'avoir un outil qui les aide dans ce genre d'arbitrage. Donc là, il vous propose les différentes propositions et le choix. Il y a d'autres actions, bien sûr, qu'on peut faire, hein, déclarer l'incident, mobiliser la cellule psychologique, parce que les patients, les soignants sont aussi affectés, faire un retour d'expérience de l'événement, mettre en place des procédures de gestion des patients violents, renforcer la sécurité sur le site, organiser une session de formation pour les équipes. Et donc tout ça, d'ailleurs, c'était un vrai cas qui a eu malheureusement lieu. La personne a été comme blessée, pas très gravement, mais psychologiquement vraiment. Elle a été impactée et on a mis en place ce genre de solutions par la suite. Autre particularité des urgences, et toujours pour revenir au facteur humain, on a différentes compétences aux urgences. Donc, il y a des profils de jeunes médecins qu'on appelle internes, des profils de médecins seniors. Et dans ces médecins seniors, il y en a une énorme hétérogénéité des pratiques. Et il y a des urgentistes qui vont avoir une certaine compétence, par exemple en cardiologie, en neurologie ou autre, et tenir compte de cette hétérogénéité des pratiques, parce qu'on n'est pas les mêmes face à la gestion de flux, on n'est pas les mêmes face à la gestion des patients. Et cela va aussi impacter les patients et va impacter également le service. On peut pas le réduire, mais le fait d'avoir un outil d'aide à la décision, notamment organisationnelle, va permettre de réduire le gap de l'hétérogénéité des pratiques. Parce que on va donner une autre forme de protocole qui va être en appui avec ce qu'on apprend notamment à l'école ou dans notre formation continue. Et l'autre point aussi, aux urgences, on a les horaires décalés. On commence pas tous en même temps. Donc l'incident s'est passé à 10 heures. Certes, on va être sous l'eau de 10 heures jusqu'à midi, mais midi, on sait qu'on va avoir par exemple un renfort de 2 médecins ou d'autres personnes. Et donc, on sait que la durée de l'incident, même si on est sous l'eau et que la vie va quand même continuer parce qu'on a d'autres patients qu'on doit gérer, on sait qu'on va avoir un renfort, quel que soit, dans 2 heures, par exemple. Et là, je me permets de vous présenter cette slide faite par ma collègue, que je trouve assez intéressante, sur les limites de l'IA, même de la modélisation. On part du principe que tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Et donc, il y a toujours un compromis entre ce qui est complexe mais précis, mais ce qui est utile et pratique. Et on ne peut pas tout prédire, on ne peut pas pallier à tout. Il y a toujours ce facteur humain qui est pertinent, qui est présent. Notamment, on ne peut pas prédire l'humeur de docteur Martin de ce matin, voilà, qui malheureusement a eu un problème avec sa famille, était de mauvaise humeur ce matin. On ne peut pas le prédire. Mais ça peut induire une violence aux urgences, ça peut induire des erreurs, ça peut induire des retards, ça peut induire beaucoup de choses. On ne peut pas prédire les affinités entre collègues. Tout le monde fait partie des urgences, mais moi, je n'aime pas travailler avec tel, donc aujourd'hui, je vais être irritable et irritant, et donc ça va impacter mon travail. Et puis, on ne peut pas non plus prédire l'anxiété spécifique du patient. Que ce soit le patient qui va être très anxieux, donc qui va impacter le soignant, ou c'est le cas du patient qui est grave, qui fait que tout le monde est un peu sur les nerfs, un peu anxieux. Il y a bien sûr du bon stress qui va nous permettre d'agir vite et bien, mais il y a aussi une composante de stress parfois qui nous freine. Tout ça, on accepte de le perdre, même quand on a de l'IA, même quand on a des outils les plus performants, on accepte de les perdre. Mais ce qu'on va garder et modéliser, c'est les compétences, le niveau d'expertise. On va accepter également ce qu'on va pouvoir garder et modéliser les disponibilités, les plannings, les charges de travail. On va pouvoir les modéliser, on va pouvoir les prédire, on va pouvoir les prédire en temps réel. Et ça, c'est un vrai plus. On va pouvoir également prédire les flux patients. Quels sont les patients qui vont se présenter? De combien de lits ai-je besoin? De combien de ressources ai-je besoin à tel moment? Et tout ça, on peut le modéliser. Et heureusement qu'on peut le modéliser. Ça va pour ce premier cas? Enfin, deuxième. On va passer au deuxième. Hop. Donc ici, juste pour conclure sur ce point-là, les données aident à visualiser l'impact d'un événement, mais on doit tenir compte de la dynamique des équipes, des compétences. Et le message clé, la décision managériale éclairée, elle doit combiner
pas seulement la data, la lecture de données, mais une compréhension fine du terrain. Et si on n'a pas cette compréhension fine, aller discuter avec les gens. Et ça, malheureusement, on en manque un peu à l'hôpital, qui est une bureaucratie particulière, hein, parce que nous, les médecins, entre autres, ou les soignants, on est les ouvriers de l'hôpital. Mais on tient quand même un savoir. Donc, il y a une particularité de cette entreprise, cette grande entreprise qu'on appelle hôpital. Et il y a toujours un gap entre aussi les décisionnaires, on va dire la partie administration, et les soignants. Et donc, ça doit passer vraiment par une vraie communication, une compréhension du terrain et par des décisions un peu partagées. Un peu plus tard dans la journée, à 16 heures, donc le service est saturé, on a beaucoup de patients, il n'y a plus de brancards disponibles, on ne sait plus où mettre les patients. Ils s'accumulent en salle d'attente, ils expriment leur mécontentement. L'équipe soignante, bien qu'elle soit au complet, travaille sous forte pression. On a déjà demandé un stop SAMU en disant on est sous l'eau, mais on nous a répondu mais toutes les urgences sont sous l'eau, faites comme vous pouvez. Et puis le représentant de la direction a été appelé pour trouver une solution avant le début de la garde. Donc, hop, là, on a nos indicateurs, tous les indicateurs qui sont rouges, notamment sur les ressources ici disponibles, on voit les brancards zéro disponibles. Donc, on n'a plus. Sachez que les urgences, c'est pas un service qui ferme. C'est quel que soit, même si on est en capacité complète, on va quand même accueillir les patients et c'est là toute la complexité. Donc, on n'a plus où mettre les patients, mais les patients continuent de venir. Pour faire des examens complémentaires, on a un délai sur le scanner, sur les examens complémentaires de laboratoire, dans toutes les différentes zones de déchocage, urgence vitale, dans le labobologie, dans le circuit court, partout, on a des attentes jusqu'à ce qu'on arrive en salon de sortie. C'est les patients qui ont fini leur prise en charge, qui attendent d'être hospitalisés, jusqu'à 8h30 d'attente. C'est énorme pour les urgences. Sachez que le gold standard, on ne doit pas dépasser 4 heures. Donc là, on a doublé tous nos indicateurs. Donc là, on a toutes les alertes qui s'affichent ici. Et donc, voici les indicateurs de suractivité que vous voyez sur FlowFixer. Donc, vous êtes la direction là. Donc, vous voyez une durée moyenne de séjour global. La durée moyenne, c'est l'indicateur clé qui va nous dire combien les patients attendent en général. Je pense que vous avez tous été au moins une fois dans votre vie aux urgences. Donc, quand les gens disent, oui, je suis partie aux urgences, j'ai attendu 6 heures, j'ai attendu 4 heures, mon moyenne de tous les patients qui sont là, on est à 9h30 d'attente qui est énorme. Avec un taux d'occupation à 1 fois et demie, c'est-à-dire qu'on est à 1 fois et demie la capacité du service d'urgence. On l'a dépassé de la moitié. Le temps avant l'accueil par l'infirmier d'accueil et d'orientation, ce que je vous ai dit, le gold standard doit être très rapide pour détecter quel patient voir rapidement. Il est de 30 minutes et le temps que les patients attendent leur lit d'hospitalisation après la fin de la prise en charge, on est à 8 heures. Donc, c'est énorme. Donc, ma première question, que pensez-vous de la performance de l'équipe? Est-ce qu'ils auraient pu mieux faire en sachant qu'à 16 heures, à ce moment-là, l'activité se situe dans la moyenne habituelle du mois? Vous pouvez tout dire. Vous pouvez dire, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire, ces gens-là? Pourquoi on a le même nombre de patients et on attend autant? Tu as dit qu'il n'y avait plus de brancard. Oui, il n'y a plus de brancard, les gens attendent, mais l'idée, enfin, en général, quand moi, par exemple, je suis le chef de service ou moi, je suis de la direction, j'arrive et je vois que les patients, on n'a pas plus de patients que d'habitude, mais il y a des temps d'attente énormes parce qu'à cette heure-ci, on est censé avoir autant de patients. Il n'y a plus de brancard, mais on est censé, c'est le même nombre de patients qu'on a l'habitude de voir, donc il y a quelque chose qui cloche. Qu'est-ce qui se Qu'est-ce qui passe? s'est passé? Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui s'est Est-ce que passé? c'est un problème de performance? Ce qui arrive très souvent, et on l'entend, c'est que des gens auront tendance à dire, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ça n'avance pas? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on regarde comme indicateur? Qu'est-ce qu'on regarde comme data? On va regarder le nombre, mais le nombre ne reflète pas la réalité. Je vous donne quelques exemples. Notamment là, c'est certaines informations que FlowFixer va montrer. Là, par exemple, si on zoome sur un secteur, sur un des secteurs des urgences,
Là, on voit que, par exemple, le motif, c'est une douleur du poignet. On peut être amené à dire une douleur du poignet, ça va vite, c'est une radio antalgique et s'il n'y a pas de fracture, ça va vite. Sauf que une douleur du poignet chez un jeune qui n'a pas d'antécédent, alors qu'une douleur de poignet chez une personne âgée qui est tombée, qui est restée au sol, qui a plusieurs maladies et qui ne peut pas rentrer chez elle, ne représente pas le même temps de prise en charge ni les mêmes ressources. Et donc, on peut pas juste se fier à certains critères en disant, OK, douleur poignet, et puis le nombre de patients qui est le même. Il y a une complexité liée à la pathologie qui fait que certains patients vont être plus chronophages, ils vont prendre plus de ressources, plus de temps. Donc, l'indicateur, par exemple, patient chronophage, ça ne ressort pas actuellement dans les données. Il y a aussi d'autres choses. On a ici, on peut voir douleur abdominale chez une jeune de 40 ans. C'est censé aller vite. C'est une prise de sang maximum, un scanner, et ce n'est pas, normalement, ça ne dépasse pas 4 heures. Sauf que là, ça prend plus de temps parce que sur le scanner, on a découvert une sale maladie il va falloir faire l'annonce et tout ça en s'occupant des autres patients. Donc, ça va prendre plus de temps. Et surtout, une organisation de soins qui ne va pas demander une douleur abdominale à cause, par exemple, je sais pas, parce qu'on a mangé un tacos, on se sent pas bien. C'est pas la même complexité. On voit un autre patient, quand on va zoomer sur ces patients, donc une problématique sociale, une personne âgée qui vient aux urgences parce qu'elle a une démence et qu'elle n'a pas ses clés et qu'on a 0 numéro de téléphone. Malheureusement, on peut pas la mettre dehors, mais en même temps, on doit mener notre enquête parce qu'on n'a pas de lit pour la garder. Donc là, c'est une autre complexité. On n'a pas de lit disponible, mais on doit trouver, donc on doit dégager quelqu'un qui doit se dégager du soin pour aller s'occuper d'une prise en charge sociale. En vrai, qui n'est pas le rôle de l'hôpital, mais malheureusement, on se retrouve à le faire. Et donc, c'est consommateur de temps et d'énergie et de ressources. Il y a d'autres exemples, des patients qu'on doit isoler, des patients qui sont en fin de vie ou autres. Tous ces patients-là font qu'on ne peut pas faire un turnover rapide. Donc, même à même niveau de nombre de patients par rapport, par exemple, au mois précédent, on va passer plus de temps, on va se retrouver sous l'eau, on va pas pouvoir libérer nos patients des brancards parce que on n'a pas fini la prise en charge avec eux. Et donc, l'idée, c'est de réfléchir quels sont ces facteurs qui vont impacter la décision, qui sont en lien avec l'humain pur et dur, et qui vont pas se refléter forcément grâce à une IA. Les facteurs, c'est la fragilité, la dépendance, la complexité de certains patients, des facteurs organisationnels de coordination, de transfert, de priorisation. Typiquement, si on a un patient qui a une maladie contagieuse et qu'on doit bloquer un box, ça arrive, vous avez entendu parler de l'histoire des punaises de lit. Donc, quand il y a un patient qui a des punaises de lit, on va bloquer tout un box, toute une ressource pendant au moins 24 heures. Donc, c'est comme si on ampute un secteur d'un de ces box de consultation et ça nous impacte sur toute la durée de la garde. Des facteurs liés aux ressources matérielles également. Donc, l'idée de proposer des KPI contextualisés avec des suggestions de l'outil, notamment pour récupérer certains autres brancards du stock prévu, par exemple, pour le plan blanc, ou le plan blanc, c'est quand il y a une grande catastrophe, de faciliter notamment le transfert vers certains lits d'aval, donc d'appeler les services qui attendent nos patients en disant, on est sous l'eau, est-ce que vous pouvez les récupérer plus tôt? Et puis, surtout, on va faire un vrai rôle de coordination, de différer ce qui n'est pas urgent, notamment les patients, par exemple, qui vont être opérés le lendemain. On peut voir avec le service de radiologie, le service de chirurgie pour les différer et faire de l'ultra fast track, c'est-à-dire aller voir les patients qui ont des petites choses comme une angine, aller les voir à part très rapidement. Ça permet quand même de diminuer l'attente. Donc là, c'est les différentes suggestions par l'outil. Donc, suggestions de décision managériale et suggestions de décision médicale. Là aussi, on n'est pas sur les mêmes choses. Ici, le message clé de ce cas, c'est les données de simulation, les données de l'IA, c'est des repères, c'est pas des verdicts. Et l'interprétation doit toujours être replacée dans le contexte clinique et humain. Et d'où l'intérêt. C'est pour ça que je vous disais, il y a une phase de personnalisation de l'outil au contexte du service des urgences parce que pour pouvoir arriver à cette finesse de décision, il faut qu'on comprenne les différentes dynamiques de l'hôpital et même du secteur pour mieux orienter. Dernier cas, donc là, on est en pleine nuit, on est en garde, donc les urgences sont pleines à craquer, les patients arrivent toujours plus nombreux, très peu en sortent.
il n'y a plus de lit d'aval. Dans les couloirs, les patients attendent plus de 6 heures, sortent de brancard, l'équipe n'arrive plus à suivre. Et face à cette situation, il y a une procédure, d'ailleurs, une procédure qui existe, qui s'appelle l'hôpital sous tension. Elle est déclenchée et le directeur de garde est appelé en renfort. Donc voici là, on a d'autres indications sur l'outil. Donc les différents lits, donc tout est plein, les différents lits et surtout on a donc les patients qui attendent très longtemps au salon de sortie. Ici, on a une alerte sur le boarding. Le boarding, c'est vraiment les patients qui ont fini leur prise en charge, mais qui restent quand même dépendants des urgences en attendant leur lit d'hospitalisation. Donc, qui reste aux urgences dit qu'ils doivent être surveillés, qu'ils doivent manger, qu'ils doivent être changés, qu'ils doivent avoir leur traitement, alors qu'ils ne sont pas censés être là. Donc, avec tout le flux des patients qui arrivent, on continue de les suivre 7 à 6 heures, ce qui est vraiment problématique aux urgences. Donc, le premier réflexe, ça serait toujours de garder un œil critique sur les données. Au jour d'aujourd'hui, même si on est très pertinent, on a pas mal d'outils, notamment un outil qui va nous donner une idée sur l'état des lits des patients. Cet état des lits ne se fait pas de manière automatique, c'est toujours des humains qui vont donner les données à l'outil, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je vous parle là des dessous de l'hôpital. Très souvent, on nous dit 0 lit, par exemple en chirurgie, sauf qu'il y a 2-3 lits qui sont réservés pour des patients qui sont censés être opérés le lendemain. Donc, ça n'apparaît pas sur l'outil. Sur l'outil, ça apparaît lit réservé ou lit plein avec un patient, sauf que dans la réalité, ce lit est vide. Donc, même si l'outil nous donne une information, toujours garder un œil critique et l'humain reste très pertinent ici. On est vraiment en lien avec l'humain à 100%. Donc, appeler le service en disant est-ce que le patient arrive et actuellement dans son lit ou est-ce que il arrivera par exemple à telle heure? Et dans ce cas-là, s'il arrive par exemple le lendemain, on peut le récupérer pour vider les urgences momentanément en attendant une solution le lendemain. Ça, c'est la première chose, garder un œil critique sur le données. En sachant qu'il y a maintenant des IA qui font que grâce à des puces RFID, ils peuvent détecter la présence de la personne sur le lit. Avec le poids, on peut savoir sur le brancard si la personne est présente ou pas, mais ça reste pas non plus utilisé partout. Et il y a encore des choses qui sont en train de développer dans ce sens pour pallier à ces erreurs, notamment de données sur les lits d'aval. Toujours donc faire le lien entre les différents logiciels. On a cette particularité de notre système de cette santé en France, c'est un système qui est fragmenté, avec différents outils, différents systèmes. Dans tel hôpital, c'est pas le même système qui est utilisé dans l'autre clinique, dans l'autre hôpital. Donc, on a des informations on doit recouper les informations entre elles. Et parfois, c'est important sur ces genres de situations de faire le lien avec les différents logiciels. Et puis, toujours vérifier auprès de la cadre de garde, l'état des lits, lesquels nécessitent une validation humaine ou une mise en contexte. Donc, d'autres propositions ici, par exemple, ce que notre outil propose, c'est d'imposer des patients dans les services, même si c'est pas leur spécialité. On sait, par exemple, il y a un lit disponible en ophtalmologie, mais le patient, c'est un patient de gériatrie. On va les appeler pour dire, est-ce qu'on peut quand même mettre le patient parce qu'on a l'urgence de vider les urgences. Utiliser les lits en permission, créer un lit tampon aval avec certains patients. Enfin, il y a toujours des solutions qu'on peut mettre en place, mais à minuit 30, ces solutions-là, on peut pas les mettre en place tout de suite parce que ça va nécessiter, on est dans une structure très hiérarchique, donc ça nécessite, même si le représentant de l'administration est à l'hôpital, ça nécessite quand même, certaines solutions nécessitent d'autres validations. Donc, dans ce cas-là, le message de ce cas, de se dire que on peut pas toujours tout résoudre, même si on a tous les outils du monde. Et garder en tête que à l'hôpital, c'est un monde. L'hôpital n'est pas seul, les urgences ne sont pas seules. On est sur plutôt une problématique systémique. Et accepter qu'il n'y a pas toujours de solution miracle et de réfléchir à ce que cela implique pour donc la décision managériale et le soutien des équipes. Ici, l'IA, l'outil va donner une image de la réalité, une vision du monde, et l'IA n'est pas une solution à tout.
une problématique locale peut avoir une dimension systémique et dépasser la réponse immédiate. Nous, on doit savoir, en tout cas, apporter un soutien clair et rassurant à l'équipe, même si cette solution n'est que temporaire ou partielle, et d'où l'importance de la communication. Là, c'est pour dire, on a une limite de l'IA, même si on a tous les outils du monde, certaines choses, certaines problématiques sont telles qu'elles sont, et on a de pouvoir que sur nous. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à l'équipe? Là, très clairement, ce qui nous rassure, ce qu'on demande souvent à la direction, de nous dire, on sait que là, tout de suite, on peut pas vider les urgences, mais garder tel patient, par exemple, à l'unité post-urgence et demain ou après-demain, on va trouver telle solution. Déjà, avoir une perspective sur des solutions, notamment sur des patients, des bed bloqueurs ou des patients qui restent longtemps aux urgences, ça aide les équipes, ça les rassure et ça les conforte. Et donc, on reconnaît aussi que, en tout cas, l'IA ne peut pas tout résoudre au jour d'aujourd'hui. Voilà les 3 cas. L'idée, l'IA va révolutionner la médecine. Nos pratiques vont changer grâce à l'IA, ça c'est sûr. Mais toujours replacer dans le facteur humain en fonction du contexte, garder un sens critique, un sens du jugement et toujours dans un grand contexte systémique de l'hôpital et des urgences. Voici des références et hop.